Au dîner de Noël, mon grand-père a posé son verre de vin et m'a regardé à travers la table avec ce sourire chaleureux qu'il avait toujours eu. 26 personnes entassées dans la salle à manger de mes parents. Du jambon, de la dinde et tous les accompagnements recouvraient chaque surface. Mon frère Dean, en bout de table, racontait une histoire sur son dernier succès commercial. Ma sœur Claire riait à tous les bons moments. Mes parents rayonnaient de fierté pour leur enfant prodige. Un Noël standard de la famille Morrison. Les conversations allaient bon train, le vin coulait, ce chaos confortable d'un grand rassemblement familial. Puis grand-père a posé la question qui a tout fait exploser. « Alors, Cameron, dit-il assez fort pour que les conversations voisines s'interrompent. Comment tu trouves la cabane ? Je passe devant parfois quand je suis près de Granby. On dirait qu'elle tient bien le coup. Tu l'entretiens bien ? J'ai souri, hoché poliment la tête. Je n'avais absolument aucune idée de ce dont il parlait. J'ai pensé qu'il m'avait peut-être confondu avec quelqu'un d'autre. Mélanger ses petits-enfants. Il avait 86 ans. Ce sont des choses qui arrivent. Je suis désolé, grand-père. Quelle cabane ? Les mots étaient à peine sortis de ma bouche quand je l'ai vu. Le changement. La fourchette de ma mère a cliqueté contre son assiette. Le sang a quitté son visage. Mon père est devenu absolument immobile. Cette immobilité figée d'un cerf pris dans les phares, de quelqu'un qui vient d'être surpris dans quelque chose qu'il ne peut expliquer. Le sourire de grand-père a vacillé. La confusion a traversé son visage. Puis l'inquiétude, puis quelque chose qui ressemblait à une horreur naissante. La cabane, dit-il lentement, chaque mot délibéré. Celle du lac Granby. La propriété de 3 chambres avec le quai et le hangar à bateau. Celle que je t'ai achetée pour tes 30 ans il y a 5 ans. La pièce n'est pas devenue silencieuse immédiatement. Il a fallu quelques secondes pour que les gens réalisent que quelque chose n'allait pas. Pour que le changement d'atmosphère soit perçu, que les conversations s'éteignent et que l'attention se tourne vers notre bout de table. Grand-père, je n'ai pas de cabane, ai-je dit. Doucement, prudemment. Pensant toujours que c'était un malentendu. Je n'ai jamais eu de cabane. Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai regardé le visage de mon grand-père changer. Cette confusion s'aiguisant en autre chose, quelque chose de froid et de dangereux. Il s'est tourné vers mon père, vers son fils. La voix basse mais tranchante. Richard, où est la cabane ? La bouche de mon père s'est ouverte, s'est fermée, s'est rouverte. Aucun son n'en est sorti. Ma mère avait ses 2 mains sur sa bouche, les yeux écarquillés de panique. Le genre de panique qui vient quand on sait qu'on est sur le point d'être démasqué, qu'il n'y a pas d'issue, que tout est sur le point de s'effondrer. Grand-père s'est levé lentement, délibérément, tous les yeux à cette table se tournant pour le regarder. Richard, dit-il à nouveau, plus fort maintenant. Il y a 5 ans, en septembre 2018, pour le 30e anniversaire de Cameron, je t'ai fait un chèque de 380 000 $. Je t'ai donné les coordonnées de l'agent immobilier, l'annonce de la propriété, des instructions spécifiques pour gérer l'achat et mettre l'acte de propriété au nom de Cameron. Tu as dit que tu le ferais. Tu m'as remercié. Tu m'as promis que tu t'en occuperais. Tu m'as envoyé des photos de la propriété. Tu m'as dit que Cameron l'adorait. Où est l'acte de propriété ? Mon père a essayé de parler. Papa, Nous pouvons expliquer. C'est compliqué. Il y avait des circonstances. Cameron n'en avait pas besoin. Les mains de grand-père se sont abattues sur la table. Les verres ont sauté. Les couverts ont cliqueté. Mon neveu de 3 ans a commencé à pleurer. Plusieurs personnes ont eu un hoquet de surprise. Compliqué. La voix de grand-père a rempli la pièce. Je t'ai donné 380 000 $ pour acheter un cadeau d'anniversaire à Cameron, pour lui donner quelque chose de significatif, quelque chose qu'il aurait pour la vie. Je t'ai fait confiance et tu me dis que c'est compliqué. Ma mère sanglotait maintenant, des sanglots qui secouaient tout son corps. Ma sœur Claire était devenue blême. Dean fixait son assiette comme s'il souhaitait pouvoir disparaître dedans. Et moi, j'étais assis là, essayant de comprendre ce que j'entendais. 380 000 $ pour une cabane pour moi, il y a 5 ans, pour mon 30e anniversaire. Un anniversaire où j'avais reçu une carte de mes parents et une carte cadeau de 50 $ pour REI. Un anniversaire où je pensais que grand-père m'avait complètement oublié parce qu'il n'avait pas envoyé son chèque habituel.
Un anniversaire où je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Que je n'avais pas besoin de cadeaux. Que passer à 30 ans n'était qu'un jour comme les autres. Et pendant tout ce temps, il y avait eu une cabane valant plus d'1,2 million. Qui était censé être à moi. Montre-moi les papiers, dit grand-père, la voix glaciale maintenant. Toute la chaleur avait disparu, remplacée par une fureur à peine contenue. Montre-moi l'acte de propriété avec le nom de Cameron dessus. Montre-moi les documents de clôture. Montre-moi le transfert de titre. Montre-moi n'importe quoi, absolument n'importe quoi qui prouve que tu as fait ce que j'ai demandé, ce pourquoi j'ai payé, ce que je t'ai confié. Plus de silence. Mon père regardant ma mère. Ma mère secouant la tête. Pleurant si fort qu'elle ne pouvait plus respirer. Et lentement, horriblement, j'ai compris. Il l'avait pris. L'argent, la cabane, le cadeau d'anniversaire que mon grand-père avait dépensé près de $400 000 pour m'offrir. Il l'avait pris. Et je ne l'avais jamais su, on ne me l'avait jamais dit, j'avais passé 5 ans à penser que personne ne se souciait assez de mes 30 ans pour faire quelque chose de spécial. Où est-elle? Ai-je demandé. Ma voix semblait étrange, distante, comme si elle venait de l'extérieur de mon corps. Où est ma cabane? Mon père m'a finalement regardé. La culpabilité écrite sur tout son visage. Le genre de culpabilité qu'on ne peut pas cacher. Qu'on ne peut pas expliquer. Cameron, mon fils. Nous avons pris une décision. Nous pensions que Dean traversait une période si difficile. Son entreprise venait de faire faillite. Il avait besoin de quelque chose. Besoin d'un actif. Besoin. Il s'est arrêté. Mais il en avait dit assez. Plus qu'assez. Dean à ma cabane, ai-je dit, non pas une question, une affirmation, une prise de conscience se cristallisant en certitude. Mon père a hoché la tête, à peine, juste un léger mouvement de tête. Mais suffisant. Nous l'avons mis à son nom. Il avait des difficultés. Toi, tu t'en sortais bien. Tu avais un bon travail. Une carrière. Tu n'avais pas besoin d'une cabane. Mais Dean avait besoin de quelque chose sur quoi construire, quelque chose pour lui donner de l'espoir, quelque chose pour. J'ai levé la main. Je ne pouvais pas en écouter davantage. Je ne pouvais pas l'entendre se justifier. Vous avez pris $380 000 que grand-père vous a donnés spécifiquement pour moi et vous les avez donnés à Dean. Vous avez commis une fraude. Vous avez volé votre propre fils et vous êtes là à essayer de l'expliquer comme si c'était une décision familiale raisonnable. Ma mère a essayé de parler à travers ses sanglots. Nous n'avons pas volé. Nous sommes tes parents. Nous savons ce qui est le mieux pour la famille. Nous avons fait un choix. Nous pensions que tu comprendrais. Tu es si stable, si réussi. Dean n'en avait plus besoin. Il a toujours eu du mal. Toujours eu besoin de plus de soutien, de plus d'aide. Nous essayions juste de l'aider. Nous pensions. Grand-père la coupa. D'une voix de tonnerre. Suzanne, tu as volé ton fils. Mon petit-fils. Tu as pris de l'argent que j'ai donné avec des instructions explicites. De l'argent qui n'était pas à toi pour le redistribuer. De l'argent qui était destiné à une seule personne et une seule personne seulement. C'est du vol. C'est de la fraude. C'est impardonnable. Il s'est tourné vers Dean, mon frère, qui n'avait toujours pas levé les yeux, qui fixait son assiette comme s'il pouvait se rendre invisible par la pensée. Dean, dit grand-père, regarde-moi. Dean n'a pas bougé. Dean, regarde-moi. Lentement, Dean a levé la tête. Misérable, pris au piège. Savais-tu, a demandé grand-père. Savais-tu que cette cabane était censée être à Cameron? Que l'argent venait de moi spécifiquement pour le 30e anniversaire de ton frère? Le visage de Dean a répondu avant sa bouche. Ouais, dit-il doucement. Je savais. La table a explosé. Ma tante criait, mon oncle exigeait des explications. Claire hurlait sur nos parents. Les cousins se disputaient. Mon neveu pleurait plus fort. Le chaos pur. 26 personnes qui savouraient un dîner de Noël regardaient maintenant notre famille imploser en temps réel. Et moi. Je me suis juste levé, j'ai attrapé mon manteau sur le dossier de ma chaise et j'ai commencé à marcher vers la porte. Ma mère m'a appelé.
Cameron, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. Nous pouvons expliquer. Nous pouvons arranger ça. Tu es déraisonnable. C'était il y a 5 ans. Laisse tomber. Dean en avait besoin. Tu n'aimes même pas le camping. Pourquoi te soucies-tu d'une cabane que tu n'utiliserais jamais? Je me suis arrêté à la porte, me suis retourné, j'ai regardé ma mère, cette femme qui m'avait élevé, nourri, habillé, et apparemment volé près de 400 000 $ sans une seconde pensée. Je m'en soucie, ai-je dit, parce que c'était à moi. Parce que grand-père l'a choisi pour moi. Parce que vous l'avez prise et l'avez donnée à quelqu'un d'autre et avez menti à ce sujet pendant 5 ans. Je m'en soucie parce que chacun d'entre vous savait que j'avais été volé. Savait que Dean vivait dans ma propriété et personne n'a dit un mot. Pas un seul mot en 5 ans. Voilà pourquoi je m'en soucie. Je suis parti, je suis sorti dans la nuit froide de décembre. Je suis monté dans ma voiture, je me suis éloigné de la maison de mes parents, du rassemblement familial, de 26 personnes qui venaient de voir le secret de la famille Morrison exploser. J'ai conduit jusqu'à mon appartement à Boulder, un une pièce, rien d'extraordinaire. Je me suis garé à ma place, je suis resté assis dans la voiture pendant 20 minutes, moteur éteint, le chauffage diminuant, juste assis dans le froid, l'obscurité, à digérer, à essayer de comprendre ce que je venais d'apprendre, à essayer de savoir quoi faire ensuite. 380 000 $. Ce nombre n'arrêtait pas de tourner dans ma tête. 380 000 $ pour une cabane que je n'avais jamais vue, où je n'étais jamais allé, dont je n'avais même jamais su l'existence. Pendant que j'avais passé 5 ans à penser que personne ne se souciait assez de mon 30e anniversaire pour faire quelque chose de spécial, pendant que Dean était au lac Granby, utilisant ma propriété, vivant dans ma cabane, bénéficiant de la générosité de mon grand-père qui était censé être la mienne. Mon téléphone a commencé à sonner. Mon père, je n'ai pas répondu. Ma mère, ignorée. Claire, ignorée. Dean, définitivement ignoré. Puis grand-père. J'ai répondu à celui-là. Cameron, dit-il, sa voix lourde, fatiguée, plus vieille que je ne l'avais jamais entendue. J'arrive. J'ai des documents que tu dois voir. C'est pire que ce que je pensais. Bien pire. Il est arrivé 1 heure plus tard, portant une mallette en cuir qui semblait plus vieille que moi. Je l'ai fait entrer, j'ai fait du café coquin de Nunabut. Nous nous sommes assis à ma table de cuisine, la même table que j'avais achetée chez Ikea il y a 6 ans en emménageant à Boulder, la table où j'avais mangé d'innombrables repas seul, où j'avais travaillé sur des projets d'ingénierie tard dans la nuit. Où j'avais célébré des anniversaires tranquilles par moi-même parce que ma famille était toujours trop occupée pour venir à Boulder. Mes parents ne venaient jamais. Dean ne venait jamais. Claire est venue une fois. Grand-père venait régulièrement. Tous les quelques mois, nous dînions ensemble. Il me racontait des histoires sur la construction de son empire immobilier, sur ma grand-mère décédée avant ma naissance, sur les propriétés qu'il avait développées, les affaires qu'il avait conclues, l'héritage qu'il essayait de laisser. Je pensais faire partie de cet héritage. Je pensais qu'il me voyait comme quelqu'un à qui transmettre son savoir. Il s'avère qu'il avait essayé de m'en faire partie avec une cabane à 380 000 $ et que mes parents l'avaient volée. Grand-père a ouvert sa mallette, a sorti une pile de documents. Je suis rentré à la maison après le dîner, dit-il. J'ai sorti tout ce que j'avais, chaque dossier, chaque document lié au cadeau que je vous ai fait, les enfants, au fil des ans. Je pensais que tes parents étaient honnêtes. Je pensais qu'ils distribuaient les choses équitablement. J'avais tort. Tellement tort. Il a posé le premier document, un chèque de 380 000 $ à l'ordre de Richard Morrison. Date, 10 septembre 2018. Ligne mémo, pour la cabane du 30e anniversaire de Cameron, propriété du lac Granby. Le chèque a été encaissé le 12 septembre 2018. 2 jours plus tard, mes parents avaient pris cet argent, l'avaient déposé, utilisé pour acheter la cabane, et ne m'en avaient jamais parlé. Voici les documents de clôture, dit grand-père, faisant glisser d'autres papiers. Propriété sur le lac Granby. 3 chambres, 2 salles de bain, 185 mètres carrés. Quai, hangar à bateau, 0,5 hectares. Achat le 28 septembre 2018. Prix de vente 378 000 $. Titulaire du titre, Dean Richard Morrison. Pas Cameron. Dean, mon jeune frère, l'enfant prodige,
celui qui ne pouvait rien faire de mal, à qui tout était servi sur un plateau, qui avait maintenant apparemment une cabane valant près de 400 000 $ qui était censée être à moi. J'ai des lettres, a poursuivi grand-père, sortant d'autres papiers. Des lettres que j'ai envoyées à ton père au fil des ans pour prendre des nouvelles, demander des nouvelles de la cabane, demander si tu en profitais. Tiens, regarde ça. Je les ai lues. L'écriture soignée de grand-père sur son papier à lettres personnelles. Je voulais juste prendre des nouvelles de la cabane de Cameron. J'espère qu'il en profite bien. Je suis passé devant la propriété du lac Granby la semaine dernière. Elle a l'air bien entretenue. Content que Cameron s'en occupe. Je pense au cadeau du 30e anniversaire de Cameron. J'espère que la cabane a été tout ce que j'espérais pour lui. Et les réponses de mon père. Des emails tapés. Cameron adore la cabane. Il y va tout le temps. Tellement reconnaissant pour ta générosité, papa. La cabane est parfaite. Cameron se l'est appropriée. Tu as bien fait. Je ne saurais jamais assez te remercier pour ce que tu as fait pour Cameron. Il chérit cet endroit. Chaque mot un mensonge. Chaque phrase une trahison, chaque réponse conçue pour empêcher grand-père de me demander directement, de découvrir ce qu'ils avaient fait. Il y a plus, dit grand-père, sa voix se brisant légèrement. Cameron, je vous donne de l'argent depuis des années par l'intermédiaire de tes parents. Je pensais qu'ils étaient justes, qu'ils distribuaient équitablement. Je leur ai donné de l'argent pour vous trois. Des fonds pour l'université, des acomptes, des fonds d'urgence, des investissements commerciaux, tout à parts égales. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Il a sorti un registre, un vieux livre de comptes, du genre avec des colonnes et des entrées manuscrites, le genre que grand-père avait utilisé toute sa carrière avant les ordinateurs. Je garde des registres, dit-il, je l'ai toujours fait. Chaque dollar que je donne, chaque distribution que j'autorise. Je le fais depuis 40 ans. C'est une habitude. Et je le parcourais ce soir après le dîner, après ce qui s'est passé. Je comparais ce que j'ai donné par rapport à ce que tes parents ont dit avoir distribué. Les chiffres ne correspondent pas. Ils ne correspondent pas du tout. Il a ouvert le registre, m'a montré des pages d'entrée remontant à une décennie. Année par année, cadeau par cadeau. La colonne de gauche, ce que grand-père a donné, la colonne de droite, ce que mes parents ont déclaré avoir distribué. Regarde, dit-il en montrant l'année 2016. J'ai donné 50 000 $ pour les cadeaux de fin d'études, 25 000 pour toi, 25 000 pour Dean. Vous veniez tous les deux d'obtenir votre diplôme. Tes parents ont confirmé qu'ils ont donné 50 000 $ à Dean. On dit que tu avais eu des bourses et que tu n'en avais pas besoin. On gardait tes 25 000 $. J'ai fixé l'entrée. Je n'ai reçu aucun argent pour ma remise de diplôme, ai-je dit. Je pensais que tu avais juste donné quelque chose à Dean. Je ne savais pas qu'il devait y avoir quelque chose pour moi aussi. Le visage de grand-père s'est effondré. Il y en avait. Je leur ai donné de l'argent spécifiquement pour toi. Ils l'ont gardé. Il a tourné les pages. Année 2017. Aide à la compte. J'ai donné 30 000 $ pour chacun de vous. Vous cherchiez tous les deux à acheter quelque chose. Tes parents ont confirmé qu'ils ont donné 50 000 $ à Dean. On dit que tu avais décidé de continuer à louer. On gardait tes 30 000 $. J'ai secoué la tête. Je ne pouvais pas me permettre un acompte. Je voulais acheter, mais je n'avais pas l'argent. Je pensais que je devais juste économiser plus longtemps. Devoir attendre. Je ne savais pas qu'il y avait de l'argent disponible. Grand-père a continué. Entrée après entrée, année après année. Argent donné pour Cameron. Argent non reçu par Cameron. Argent donné à Dean à la place ou gardé par mes parents ou disparu dans ce pourquoi ils l'avaient utilisé. Année 2018. La cabane, 380 000 $. Tu sais comment ça s'est passé. Il a tourné plus loin. Année 2019. Fonds d'urgence. J'ai donné 15 000 $ pour chacun de vous. Vous faisiez tous les deux face à des dépenses imprévues. Tes parents ont confirmé qu'ils ont donné 25 000 $ à Dean. On dit que tu avais géré ton urgence tout seul. On gardait tes 15 000 $. Je me suis souvenu de 2019. Ma voiture était tombée en panne.
J'avais besoin d'une nouvelle transmission. Ça m'a coûté 8 000 $. Ça a vidé mon fonds d'urgence. J'avais demandé un prêt à mes parents juste pour couvrir jusqu'à ce que je puisse reconstituer mes économies. Ils avaient dit non. On dit que je devais apprendre à gérer mes propres problèmes. Que demander de l'argent était une faiblesse. Que Dean ne demanderait jamais d'aide comme ça. Et pendant tout ce temps, grand-père leur avait donné 15 000 $ spécifiquement pour mon urgence. Ils l'ont gardé. Lui ont dit que je m'étais débrouillé tout seul. M'ont laissé vider mes économies pendant qu'ils empochaient l'argent qui était censé m'aider. Année 2020, fonds d'investissement commercial. J'ai donné 40 000 $ pour chacun de vous. Tu parlais de créer un cabinet de conseil. Dean lançait une autre entreprise. Tes parents ont confirmé qu'ils ont donné 60 000 $ à Dean. On dit que tu avais changé d'avis sur le cabinet de conseil. J'avais changé d'avis parce que je ne pouvais pas me permettre de le lancer. Je ne pouvais pas me permettre de quitter mon emploi stable sans capital sur lequel me replier. J'avais dit à mes parents que j'aurais aimé pouvoir prendre le risque mais que je n'avais pas le coussin financier. Ils avaient hoché la tête avec sympathie. Avaient dit que parfois la stabilité était plus importante que les rêves. N'avaient jamais mentionné qu'il y avait 40 000 $ disponibles qui auraient pu être mon coussin, mon filet de sécurité, ma chance de prendre ce risque. Ils l'avaient donné à Dean à la place. Financer son entreprise, son rêve, son risque. Pendant que j'étais resté à mon poste. Jouer la sécurité. Pensant que je ne pouvais pas me permettre de faire autrement. Grand-père pleurait maintenant. De vraies larmes coulant sur son visage. Cameron, j'ai tout additionné sur 10 ans. De 2015 à 2024, j'ai donné à tes parents 530 000 $ désignés spécifiquement pour toi. De l'argent avec ton nom dessus. De l'argent destiné à t'aider à construire ta vie. Tes parents t'en ont distribué environ 50 000 $. Le reste, 480 000 $. Ils l'ont gardé, l'ont donné à Dean, l'ont utilisé pour eux-mêmes. Je ne sais pas. Mais tu ne l'as jamais eu. Tu n'as même jamais su qu'il existait. 530 000 $ sur 10 ans. Une moyenne de 53 000 $ par an. De l'argent qui aurait pu changer ma vie. Aurait pu me permettre d'acheter une maison, de créer une entreprise, de prendre des risques, de construire quelque chose. De l'argent qui était à moi, que grand-père avait donné spécifiquement pour moi, que mes parents avaient systématiquement volé année après année, cadeau après cadeau, mensonge après mensonge. Ajoute la cabane, ai-je dit doucement, mon cerveau faisant le calcul automatiquement. 380 000 $ plus 480 000 $ en autres cadeaux. Ça fait 860 000 $ au total. Grand-père a hoché la tête. 860 000 $ que j'ai donnés pour toi, que tu n'as jamais reçu, que tes parents t'ont volé sur une décennie. Cameron, je suis tellement désolé. J'aurais dû vérifier. J'aurais dû te demander directement. J'aurais dû vérifier au lieu de faire confiance. C'est de ma faute. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas de ta faute. Tu as fait confiance à ton fils, à ta belle-fille. Tu pensais qu'il ferait ce qu'il fallait. Ce sont eux qui ont volé. Ce sont eux qui ont menti. Pas toi. Mais à l'intérieur, j'étais sous le choc. 860 000 $. Près d'1 million de dollars volés sur 10 ans par mes propres parents. Donnés à mon frère, utilisés pour on ne sait quoi pendant que je luttais, économisais, faisais des heures supplémentaires, me privais de choses parce que je ne pouvais pas me les permettre. Parce que je pensais devoir tout faire par moi-même. Parce que je ne savais pas qu'il y avait de l'aide disponible. De l'aide qui était censée être la mienne. De l'aide qui avait été redirigée vers Dean. Qu'est-ce que je fais, ai-je demandé, en regardant grand-père, cet homme de 86 ans qui avait essayé de m'aider, qui avait essayé de me donner des avantages, qui avait été trahi par son propre fils aussi complètement que j'avais été trahi par mes parents. Qu'est-ce que je fais avec ça? Grand-père a essuyé ses yeux, a pris une profonde inspiration. Quand il a parlé, sa voix était calme. Tu les poursuis en justice. Tu portes plainte au pénal si tu veux. Tu les emmènes au tribunal et tu les obliges à rembourser chaque centime. Tu fais mettre cette cabane à ton nom. Tu réduis tout ça en cendres. Parce que ce qu'ils ont fait, Cameron, ce qu'ils ont fait n'est pas seulement injuste. Ce n'est pas seulement du favoritisme. C'est du vol. C'est de la fraude. C'est criminel.
Et ils doivent en subir les conséquences. De vraies conséquences. Pas seulement des excuses. Pas seulement des explications. Des conséquences. J'ai hoché la tête. J'ai senti cette certitude calme s'installer en moi. La même calme que je ressentais en résolvant des problèmes d'ingénierie complexes. Quand il y avait une bonne réponse et que je devais juste suivre les étapes pour y arriver. D'accord, ai-je dit. D'accord, faisons-le. Brûlons tout. Grand-père m'a serré l'épaule. Je t'aiderai à chaque étape. Je témoignerai. Je fournirai chaque document. Je paierai les meilleurs avocats que l'argent puisse acheter. C'est en partie de ma faute de ne pas avoir vérifié, de ne pas avoir fait confiance à des gens qui ne le méritaient pas. Je vais t'aider à arranger ça. Je te le promets. Nous sommes restés éveillés jusqu'à 4 heures du matin, examinant chaque document, chaque entrée de registre, chaque chèque, chaque lettre, construisant une chronologie du vol, 10 ans de fraude systématique. Quand grand-père est parti, le soleil commençait à se lever. Le matin de Noël, habituellement un jour de joie, de famille, de célébration. Cette année, c'était le jour où j'ai appris que mes parents m'avaient volé près d'1 million de dollars. Et le jour où j'ai décidé de les détruire pour ça. Je n'ai pas dormi, je suis juste resté assis à ma table de cuisine, entouré de documents, fixant les preuves, la vérité indéniable de ce que ma famille avait fait. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, les textos affluaient. Mes parents, mes frères et sœurs, la famille élargie, tous voulant parler, expliquer, arranger ça. Je les ai tous ignorés. Le lundi matin, je suis allé travailler. Je suis arrivé à mon bureau au cabinet d'ingénierie comme si de rien n'était, comme si mon monde n'avait pas implosé 48 heures plus tôt. Comme si je ne venais pas d'apprendre que j'avais été volé par ma propre famille pendant une décennie. Mon patron m'a demandé comment s'était passé Noël. Intéressant, ai-je dit. J'ai eu quelques drames familiaux, mais ça va. Ça n'allait pas. Rien n'allait, mais je n'étais pas prêt à en parler. Pas prêt à expliquer. Pas prêt à dire à haute voix que mes parents étaient des voleurs et que mon frère était complice et que toute ma famille avait regardé cela se produire pendant des années. Au déjeuner, j'ai appelé un avocat, l'un des meilleurs de Denver, spécialisé dans les cas de fraude, le droit de la famille, la criminalité en col blanc. J'ai pris rendez-vous pour mercredi. J'ai passé le mardi à rassembler tous les documents que grand-père m'avait donnés, à les organiser, à créer une chronologie, à m'assurer d'avoir tout. Mercredi est arrivé. J'ai pris mon après-midi. J'ai conduit jusqu'au bureau de l'avocat dans le centre-ville de Denver. Il s'appelait Marcus Webb, la cinquantaine, les yeux vifs, un costume cher, le genre d'avocat qui avait tout vu et n'était choqué par rien. Je me suis assis dans sa salle de conférence et j'ai étalé les documents, je lui ai raconté l'histoire, le dîner de Noël, la question sur la cabane, la panique de mes parents, l'enquête de grand-père, le registre montrant 10 ans de vol, 860 000 $ qui auraient dû être à moi, qui était censé être à moi, que je n'avais jamais vu. Marcus a écouté, n'a pas interrompu, a pris des notes, a étudié les documents. Quand j'ai fini, il s'est adossé, m'a regardé. C'est l'un des cas de fraude les plus clairs que j'ai vus en 20 ans, a-t-il dit. Plusieurs chefs d'accusation, vol par tromperie, manquement à l'obligation fiduciaire. Si nous pouvons argumenter que vos parents avaient un devoir en tant que distributeurs des cadeaux de votre grand-père, potentiellement faux et usage de faux s'ils ont signé quoi que ce soit en votre nom. Et ça, c'est juste au civil. Cela pourrait être criminel. Fraude électronique si une partie de l'argent a transité entre les États. Fraude fiscale s'ils n'ont pas déclaré les revenus correctement. On parle potentiellement de charges fédérales. J'ai hoché la tête. Que recommandez-vous? Marcus a tapoté son stylo sur la table. Voici mon conseil. Commencez par le civil. Poursuivez pour le remboursement de tous les fonds, le transfert de l'acte de propriété de la cabane, des dommages et intérêts, les frais de justice. Nous pouvons demander des dommages-intérêts punitifs étant donné la nature intentionnelle de la fraude. La tromperie systématique. 10 ans de ça, ce n'est pas une erreur. Il y a un schéma, un plan. Les juges n'aiment pas ça. Les jurys n'aiment vraiment pas ça. Il s'est penché en avant. Maintenant, les accusations criminelles, c'est une autre question. Il s'agit de savoir si vous voulez que vos parents aillent en prison, si vous voulez que votre frère soit inculpé de complicité, si vous voulez les détruire complètement. Je ne peux pas faire ce choix pour vous.
Mais je peux vous dire que si l'affaire civile ne vous donne pas ce que vous voulez, s'ils se battent, s'ils essaient de nier ou de se défendre, alors les accusations criminelles deviennent non seulement possibles mais conseillées. Parce qu'à ce moment-là, ce ne sont plus seulement des voleurs, ce sont des voleurs qui ne l'admettent pas. Et c'est pire. J'y ai réfléchi, à mes parents, à savoir si je les voulais en prison, si je pouvais vivre avec le fait de les détruire aussi complètement, s'ils le méritaient. Oui, ils le méritaient. Mais je commencerai par leur donner une chance de réparer les choses. De rendre ce qu'ils avaient volé, d'admettre ce qu'ils avaient fait. Et s'ils ne le faisaient pas, s'ils se battaient, alors je les enterrerais. Commencez par le civil, ai-je dit. Poursuivez pour tout. Rendez-le public. Faites savoir clairement ce qu'ils ont fait. Donnez-leur une chance de régler à l'amiable, de rendre l'argent, de transférer la cabane. Et s'ils se battent? J'ai croisé le regard de Marcus. S'ils se battent, on passe au pénal. On porte plainte. On s'assure que tout le monde sait qu'ils ne sont pas seulement de mauvais parents. Ce sont des criminels. Marcus a souri. Pas un sourire amical. Professionnel. Le sourire d'un avocat qui vient de recevoir des instructions claires et une affaire gagnable. J'aurai les papiers prêts d'ici vendredi. Nous déposerons la plainte lundi. Ça va être public, Cameron. Le linge sale de votre famille est allé dans les documents du tribunal. Les médias pourraient s'en emparer. Êtes-vous prêt pour ça? J'ai hoché la tête. Ils m'ont volé pendant 10 ans. Que tout le monde le sache. Que le monde entier sache ce qu'ils ont fait. Je me fiche de l'embarras. Je me soucie de la justice. Les papiers ont été déposés le lundi 30 décembre 2024. Poursuite civile contre Richard Morrison et Suzanne Morrison. Fraude, vol, abus de confiance, demandant le remboursement de tous les fonds volés, le transfert de la propriété du lac Granby, des dommages-intérêts punitifs, les frais de justice. Montant total demandé, 1,2 million de dollars. 860 000 $ en argent et biens volés, 340 000 $ en dommages, pénalités et frais de justice. Les nouvelles locales s'en sont emparées immédiatement. Un homme poursuit ses parents pour près d'1 million de dollars d'héritage volé. L'histoire est devenue virale. Des fils de discussions sur Reddit, des discussions sur Twitter, des vidéos sur TikTok. Tout le monde avait un avis. Certains disaient que j'étais ingrat, que la famille ne poursuit pas la famille, que je devrais pardonner et passer à autre chose. D'autres disaient que mes parents étaient des monstres, que le vol est le vol, que les liens du sang ne donnent pas le droit de voler. Je n'ai pas participé, je n'ai pas lu les commentaires, je ne me suis pas impliqué dans le débat, je me suis juste concentré sur l'affaire, sur la récupération de ce qui était à moi. Mes parents ont essayé d'appeler tous les jours, plusieurs fois par jour. Laisser des messages vocaux, de longues explications décousues. Cameron, s'il te plaît. Nous n'avons jamais voulu te faire de mal. Nous essayons d'aider Dean. Il avait des difficultés. Toi, tu allais bien. Nous avons fait une erreur. Nous sommes désolés. S'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, ne déchire pas la famille pour de l'argent. Nous pouvons arranger ça. Laisse tomber le procès. Parlons comme une famille. S'il te plaît. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué leur numéro. Dean a essayé, il s'est présenté à mon bureau. A réussi à passer la sécurité d'une manière ou d'une autre. Est entré dans mon bureau alors que j'étais en réunion avec un client. Cameron, nous devons parler. C'est de la folie. Tu poursuis maman et papa pour une cabane dont tu ne connaissais même pas l'existence il y a une semaine. Pour de l'argent qui ne t'a jamais manqué. C'est fou. Ce sont tes parents. Mes parents. Nos parents. Tu ne peux pas leur faire ça. Je me suis excusé auprès de mon client. J'ai accompagné Dean jusqu'à l'accueil. J'ai parlé doucement pour que tout le bureau n'entende pas. Dean, cette cabane était censée être à moi. Grand-père a dépensé près de 400 000 $ pour un cadeau d'anniversaire pour moi. Maman et papa l'ont volé, te l'ont donné. Tu savais qu'elle était à moi. Tu y as vécu pendant 5 ans en sachant qu'elle était censée être à moi. Et maintenant tu es ici à me dire que je ne peux pas les poursuivre. Que je devrais juste laisser tomber. Le visage de Dean a rougi. Je n'ai rien volé. Ils me l'ont donné. Comment étais-je censé savoir? Je l'ai interrompu.
Tu as dit à grand-père que tu savais. Au dîner de Noël. Il t'a demandé si tu savais que la cabane était censée être à moi. Tu as dit oui. Tu l'as admis devant 26 personnes, alors ne reste pas là à prétendre que tu es innocent. Tu ne le es pas. Tu es un voleur, tout comme eux. Son visage est passé du rouge au blanc. Cameron, s'il te plaît. Cette cabane, c'est mon entreprise. Mon centre de retraite. Tout ce que j'ai est lié à cette propriété. Si tu la prends, je perds tout. Je serai en faillite, sans abri. S'il te plaît, je suis ton frère. Je me suis approché. La voix encore plus basse. Tu n'es pas mon frère. Les frères ne se volent pas entre eux. Les frères ne prennent pas ce qui n'est pas à eux et ne prétendent pas que ça l'est. Les frères ne regardent pas leurs frères se faire voler sans rien dire. Tu es juste un gars qui a profité d'un vol. Et maintenant, je reprends ce qui est à moi. Tu as 30 jours pour quitter la propriété une fois le titre transféré. Je commencerai à faire mes cartons. Dean est parti. Je suis retourné à ma réunion, je me suis excusé auprès de mon client, j'ai terminé la consultation, j'ai travaillé jusqu'à 20 heures, je suis rentré chez moi, j'ai trouvé ma sœur Claire assise sur mon paillasson. Tu évites tout le monde, a-t-elle dit. J'ai déverrouillé ma porte. Je n'évite personne. Je me protège des gens qui pensent que je devrais pardonner un vol parce que nous partageons de l'ADN. Elle m'a suivi à l'intérieur, sans y être invitée, mais je m'y attendais. Claire avait toujours été la pacificatrice, la médiatrice, celle qui essayait de garder tout le monde heureux. Cameron, je comprends. Je comprends ta douleur. Ce que maman et papa ont fait était mal. Je ne défends pas ça. Mais les poursuivre en justice, tout leur prendre, détruire la famille, est-ce vraiment ce que tu veux? J'ai allumé les lumières, j'ai posé mon sac. Claire, ils m'ont volé près d'1 million de dollars sur 10 ans. Systématiquement, délibérément. Ils l'ont donné à Dean. M'ont laissé me débattre. M'ont laissé penser que je devais tout faire seul. Pendant qu'ils lui transféraient de l'argent qui était censé être à moi. Alors oui, je les poursuis. Et si ça détruit la famille, ce sont eux qui l'ont détruite. Pas moi. Elle s'est assise sur mon canapé. Dean va tout perdre. Je me suis assis en face d'elle. Dean va perdre ce qui n'a jamais été à lui pour commencer. Il va faire face aux conséquences d'avoir vécu dans une cabane volée pendant 5 ans, d'avoir profité d'une fraude. Ce n'est pas moi qui suis cruel. C'est juste la réalité qui le rattrape. Claire m'a regardé. M'a vraiment regardé. Tu as changé. Tu es plus dur, plus froid. Ce n'est pas toi. J'ai ri. Sans humour. Je n'ai pas changé. J'ai juste arrêté de faire semblant. J'ai arrêté d'agir comme si c'était normal que maman et papa aient toujours favorisé Dean. J'ai arrêté d'accepter que je suis censé être reconnaissant pour des miettes pendant qu'il a tout. J'ai arrêté de jouer le rôle du fils oublié qui est censé sourire et encaisser. J'en ai fini, Claire. Fini de prétendre que c'est normal. Fini d'accepter que la famille signifie laisser les gens te voler. Elle est partie 20 minutes plus tard. A dit qu'elle espérait que je changerais d'avis, que je me souviendrais de ce que signifie la famille, que je ne laisserais pas l'argent détruire les relations. J'ai fermé la porte derrière elle. Je me suis assis dans mon appartement. J'ai pensé à ces mots, à la famille, à ce que ça signifie. La famille est censée se soutenir, se protéger, s'entraider. Ma famille avait fait le contraire. M'avait démoli, m'avait volé, m'avait menti pendant une décennie. Ce n'est pas ça, la famille. Ce sont juste des gens qui partagent des gènes et qui pensent que ça leur donne le droit de vous maltraiter sans conséquence. L'affaire a suivi son cours. Mes parents ont engagé un avocat, ont déposé une réponse, ont nié les allégations, ont prétendu qu'ils avaient un pouvoir discrétionnaire sur les fonds familiaux, que grand-père leur avait donné de l'argent à distribuer comme ils l'entendaient, qu'ils avaient pris des décisions qu'ils pensaient être les meilleures pour la famille dans son ensemble, que je n'avais aucun droit de remettre en question leur jugement, que j'étais vindicatif et ingrat. Marcus a démoli leur argumentation. A montré les chèques avec les lignes mémo spécifiant que l'argent était pour Cameron. A montré les lettres de grand-père déclarant explicitement que les cadeaux étaient pour moi. A montré le registre documentant le détournement systématique de mes fonds. A montré les propres emails de mes parents à grand-père confirmant qu'ils m'avaient donné des choses qu'ils n'avaient pas. Chaque défense s'est effondrée.
Chaque excuse s'est écroulée. Il n'avait rien. Aucune explication légitime. Aucune justification valable. Juste de faibles affirmations sur le pouvoir discrétionnaire familial qui ne signifiaient rien face aux preuves documentaires de la fraude. La 3e semaine, le juge a ordonné une médiation, a essayé de nous faire régler à l'amiable avant le procès, a désigné une médiatrice, a fixé une date, le 15 février. Nous nous sommes tous présentés, moi et Marcus d'un côté, mes parents et leur avocat de l'autre. Dean n'était pas là. Il n'était pas techniquement un défendeur pour le moment. La médiatrice était une femme d'une 60aine d'années. Patiente, professionnelle, habituée à traiter les litiges familiaux. Elle a commencé par le discours habituel sur le coût des litiges, sur la façon dont les familles peuvent être préservées grâce à un règlement à l'amiable, sur la façon dont le compromis profite à tout le monde. Je l'ai laissé finir, puis j'ai dit, je ne veux pas de compromis. Je veux ce qui est à moi. Chaque dollar qu'ils ont volé, la cabane qu'ils ont donnée à mon frère. Un aveu de culpabilité par écrit. C'est le seul accord que j'accepterai. Mon père avait l'air terrible. Avait perdu 10 kilos depuis Noël. Vieilli de 10 ans en 6 semaines. Cameron, s'il te plaît. Nous n'avons pas cet argent. Nous l'avons dépensé au fil des ans pour la maison, pour la retraite, pour vivre. Il n'y en a plus. Nous ne pouvons pas te donner ce que nous n'avons pas, je l'ai regardé. Cet homme qui m'avait élevé, qui m'avait appris à faire du vélo et à lancer une balle de baseball, qui m'avait aussi volé près d'1 million de dollars sur 10 ans. Alors vendez la maison, encaissez vos comptes de retraite, prenez des prêts, liquidez vos actifs. Je me fiche de comment vous l'obtenez, mais vous allez me rembourser jusqu'au dernier centime. Ma mère s'est remise à pleurer. Elle pleurait depuis 6 semaines d'affilée, apparemment. Cameron, cette maison est notre foyer. Nous y vivons depuis 30 ans. Tu ne peux pas nous demander de la vendre. Nous sommes trop vieux pour tout recommencer. S'il te plaît, aie pitié. Nous sommes tes parents. Nous t'aimons. Je me suis adossé. Si vous m'aimiez, vous ne m'auriez pas volé. Si vous m'aimiez, vous m'auriez traité à égalité avec Dean. Si vous m'aimiez, vous auriez dit la vérité quand grand-père a demandé pour la cabane. Vous ne m'aimez pas. Vous aimez Dean. C'est bien. Mais vous n'avez pas le droit de me voler et d'appeler ça de l'amour. La médiation a échoué, a duré 2 heures, s'est terminée avec mes parents offrant 50 000 $ et des excuses écrites. Aucune admission de culpabilité, aucun transfert de la cabane, juste de l'argent et des mots. J'ai dit non. J'ai dit à Marcus de poursuivre jusqu'au procès. S'il voulait se battre, nous nous battrions et nous gagnerions parce que nous avions les preuves. Nous avions les documents. Nous avions le témoignage de grand-père. Nous avions tout. Le procès était fixé pour avril. Mes parents ont essayé une dernière approche. Ont envoyé ma tante, la sœur de ma mère, quelqu'un que j'avais toujours apprécié, quelqu'un qui avait toujours été gentil avec moi. Elle est venue à mon appartement, a apporté des cookies faits maison, a tenté l'approche douce. Cameron, mon chéri, ta mère est anéantie. Ton père a des douleurs thoraciques. Le stress les tue. Littéralement, le médecin dit que ton père pourrait avoir une crise cardiaque si ça continue. C'est ce que tu veux? Tu veux être responsable de la mort de ton père? J'ai pris un cookie. Il était bon. Ma tante faisait d'excellents cookies. Tante Linda, ils m'ont volé pendant 10 ans. Si le stress de faire face aux conséquences les tue, ce n'est pas de ma faute. C'est de la leur. Ils pourraient régler, admettre ce qu'ils ont fait, rembourser l'argent, transférer la cabane, mais ils choisissent de se battre, de nier, de prétendre qu'ils n'ont rien fait de mal. C'est ce choix qui les stresse. Pas moi. Elle a réessayé. Mais tu es leur fils. Ne penses-tu pas que tu leur dois quelque chose? Ils t'ont élevé, nourri, éduqué, t'ont donné des opportunités. Ça ne compte pas pour quelque chose? J'ai reposé le cookie. Tante Linda, voici ce qu'ils m'ont donné. Ils m'ont donné une enfance où j'étais constamment comparé à Dean et jugé inférieur. Ils m'ont donné une adolescence où mes réussites étaient ignorées tandis que les siennes étaient célébrées. Ils m'ont donné une vie d'adulte où je pensais devoir tout faire seul parce que personne ne m'aiderait. Et pendant tout ce temps, ils volaient de l'argent qui était censé m'aider. Alors non, je ne pense pas leur devoir quoi que ce soit. Je pense qu'ils me doivent 860 000 $ plus les dommages.
C'est ce qu'ils me doivent. Elle est partie. Les cookies sont restés sur mon comptoir. Je les ai mangés au cours de la semaine suivante. Ils étaient délicieux. Ça n'a pas changé mon avis. 2 semaines avant le procès, mes parents ont cédé. Leur avocat a appelé Marcus. Ils veulent régler. Ils ne peuvent pas aller au procès. Le stress, la publicité, la honte. Ils sont prêts à négocier. Nous nous sommes revus. Même salle de conférence. Énergie différente. Mes parents avaient l'air abattus, vaincus, brisés. Que voulez-vous, a demandé leur avocat. Marcus a fait glisser un accord de règlement sur la table. Le montant total de 860 000 $. Payé en plusieurs fois si nécessaire sur un maximum de 5 ans. Transfert de la propriété du lac Granby au nom de Cameron dans les 30 jours. Admission écrite de culpabilité. Déclaration signée reconnaissant qu'ils ont détourné des fonds destinés à Cameron au profit de Dean Morrison et d'eux-mêmes. Reconnaissance qu'ils ont menti à William Morrison sur la distribution des cadeaux. Tout cela sur un dossier juridique, un dossier public. L'avocat de mes parents l'a lu, a regardé ses clients. C'est une capitulation complète. Ils admettent la fraude, le vol. Cela pourrait les exposer à des poursuites pénales. Marcus a hoché la tête. Ça pourrait, mais nous offrons de ne pas porter plainte au pénal s'ils signent. S'ils règlent, s'ils effectuent une restitution complète. C'est l'accord. Prenez-le ou on se voit au procès. Ou nous gagnerons, et ensuite nous porterons plainte au pénal. Mes parents ont chuchoté avec leur avocat pendant 10 minutes. Nous avons attendu. Finalement, mon père a parlé. Nous réglerons. Nous n'avons pas 860 000 $, mais nous vendrons la maison, utiliserons les fonds propres, te paierons en plusieurs fois, peu importe ce qu'il faudra. Juste, s'il te plaît, pas de poursuite pénale. Nous ne pouvons pas. Nous sommes trop vieux pour la prison. Le règlement a été signé le 3 avril 2025. Mes parents ont accepté de payer 700 000 $ immédiatement sur la vente de leur maison. Les 160 000 $ restants en mensualité de 5 000 $ sur 32 mois. La cabane serait transférée à mon nom dans les 30 jours. Ils ont signé des aveux écrits de fraude, de vol, de mensonge à grand-père, de détournement de mes fonds au profit de Dean. Tout cela dans le domaine public, permanent, indéniable. Ils ont mis leur maison en vente le 5 avril. Une maison de 2 millions de $ à Cherry Hills Village. La maison qu'ils possédaient depuis 30 ans. Où ils avaient élevé leurs enfants. Où ils prévoyaient de prendre leur retraite. Vendue en 3 jours. Plusieurs offres. Ils en ont accepté une pour 2,1 millions. Après avoir remboursé le reste de l'hypothèque et les frais de clôture, ils en nettent 1,8 million. 700 000 $ m'ont été versés immédiatement. Ils ont acheté un condo de 2 chambres à Aurora avec le reste. Ont considérablement réduit leur train de vie, passant d'un manoir à un appartement de classe moyenne. Dean a dû quitter la cabane. Il avait 30 jours une fois le titre transféré. Il m'a appelé en me suppliant de lui donner plus de temps. Cameron, s'il te plaît. J'ai besoin d'au moins 60 jours. Je dois trouver un endroit. Déménager mon entreprise. Savoir ce que je vais faire. S'il te plaît. Je suis ton frère. Je suis resté de marbre. Tu as 30 jours. C'est ce que dit le règlement. C'est ce que la loi exige. Utilise-les judicieusement. Il a déménagé le 29e jour. A laissé l'endroit saccagé. De la vaisselle dans l'évier. Des ordures partout. Des meubles endommagés par dépit ou par négligence, je ne sais pas. Je m'en fichais. J'ai engagé des nettoyeurs. J'ai fait emballer toutes ses affaires. Mise dans un garde-meuble que j'ai loué à son nom. Je lui ai envoyé la facture du premier mois. Il n'a pas payé. J'ai laissé le garde-meuble être mis aux enchères. Ses affaires ont été vendues pour couvrir le loyer impayé. Son problème, pas le mien. J'ai visité ma cabane pour la première fois en mai. J'ai conduit jusqu'au lac Granby un samedi matin. Ma cabane, pas celle de Dean, pas celle de mes parents. La mienne. L'endroit que mon grand-père avait acheté pour moi il y a 5 ans. L'endroit où j'aurais dû venir chaque week-end depuis 5 ans. L'endroit qui m'avait été volé. C'était magnifique. 3 chambres, 2 salles de bain,
185 mètres carrés de bois et de fenêtres avec vue sur la montagne, le quai s'avançant dans le lac, le hangar à bateau avec un canoë et un kayak que Dean avait laissé. 0,5 hectares de pain et de paix. J'ai parcouru chaque pièce, imaginant ce que ça aurait été si j'avais su pour cet endroit il y a 5 ans. Si j'avais pu venir ici les week-ends. Si j'avais eu cet endroit pour m'échapper quand le travail était stressant ou la vie difficile. Cet endroit qui était censé être à moi. Ce cadeau que mon grand-père m'avait fait et que mes parents avaient volé. Je me suis assis sur le quai, les pieds ballants au-dessus de l'eau, j'ai regardé le soleil se coucher sur les montagnes, et je me suis senti pas heureux exactement, pas vengé, juste bien, comme si l'univers s'était enfin corrigé, comme si justice avait été rendue, comme si j'avais repris ce qui était à moi et que personne ne pourrait plus me le prendre. Mon téléphone a sonné. « Grand-père, comment va la cabane ?» a-t-il demandé. J'ai souri. Elle est parfaite. Exactement ce que j'aurais choisi si j'avais su que je choisissais. Merci de l'avoir acheté, d'avoir découvert ce qu'ils ont fait, de m'avoir aidé à la récupérer. Merci pour tout. Il est resté silencieux un moment. Cameron, je suis désolé de ne pas avoir vérifié plus tôt. De ne pas avoir vérifié. De ne pas avoir surpris ce qu'il faisait avant qu'il ne vole autant. Je suis désolé que tu aies perdu 5 ans avec cet endroit. Désolé que tu aies manqué des anniversaires et des vacances là-bas. Désolé qu'il t'ait pris ça. J'ai regardé le soleil descendre plus bas. Ce n'est pas de ta faute. Tu as essayé d'aider. Ils ont choisi de voler. C'est de leur faute. Pas de la tienne. J'ai commencé à aller à la cabane tous les week-ends. Parfois seul. Parfois avec des amis du travail qui étaient stupéfaits quand je leur racontais l'histoire. Tes parents ont fait quoi? Ils ont volé combien? Et tu les as poursuivis? Ouais, je les ai poursuivis et j'ai gagné, et je le referai. J'ai rencontré Sarah à la cabane. Elle séjournait dans une location voisine avec des amis. Nous nous sommes rencontrés sur le quai, avons commencé à parler, avons continué à parler, avons échangé nos numéros, avons commencé à nous envoyer des textos, puis à sortir ensemble. Je lui ai tout raconté lors de notre 3e rendez-vous, toute l'histoire. Le dîner de Noël, la cabane, le procès, le règlement. Elle a écouté sans interrompre. Quand j'ai fini, elle a dit « Bravo de t'être défendu, de ne pas les avoir laissés s'en tirer. La famille n'a pas de passe-droit pour un comportement criminel. Tes parents sont des voleurs. Ils méritaient des conséquences. » Je suis tombé un peu amoureux d'elle à ce moment-là. Elle a compris. A compris que ce que mes parents avaient fait n'était pas seulement injuste, c'était criminel, c'était impardonnable. Nous sommes ensemble depuis 8 mois maintenant. Elle reste à la cabane la plupart des week-ends. Nous avons parlé de déménager ici à plein temps. Je peux travailler à distance. Elle est graphiste. Travaille de n'importe où. Nous pourrions vendre nos appartements de Denver, vivre ici, construire une vie dans les montagnes loin des drames familiaux et du stress de la ville. Nous y réfléchissons sérieusement. Ma relation avec mes parents est terminée, définitivement. Je ne leur ai pas parlé depuis le règlement. Ils ont essayé pendant un certain temps, appelant, envoyant des textos, des lettres. Je les ai bloqués, j'ai renvoyé les lettres non ouvertes, j'ai été clair. C'est fini. Plus de contact, jamais. Claire a essayé de servir de médiatrice. Ce sont tes parents, Cameron. Ils sont vieux. Ils ne seront pas là pour toujours. Veux-tu vraiment que ça se termine comme ça? Oui, absolument. Parce que l'alternative est de faire semblant. D'agir comme si ce qu'ils ont fait est pardonnable. De les laisser revenir en sachant qu'ils me voleraient à nouveau si l'occasion se présentait. Je ne ferai pas ça. Je ne fais pas semblant. Je vis dans la réalité. Et la réalité, c'est que mes parents sont des voleurs qui ont choisi Dean plutôt que moi toute ma vie. Ils ont fait leur choix. Maintenant, ils vivent avec. Dean et moi ne nous parlons pas non plus. Il a envoyé un email 6 mois après le règlement. De longues excuses sur le fait qu'il était jeune et stupide, qu'il ne réalisait pas à quel point c'était mal, qu'il était désolé et voulait faire amende honorable. Je n'ai pas répondu. Dean a eu 5 ans pour faire amende honorable. 5 ans à vivre dans ma cabane en sachant qu'elle était censée être à moi. 5 ans à profiter d'une fraude. Il n'a jamais dit un mot. Ne me l'a jamais dit. N'a jamais rien dit à grand-père.
Il a juste profité de la propriété et a gardé sa bouche fermée. Ce n'est pas quelqu'un qui mérite le pardon. C'est quelqu'un qui mérite exactement ce qu'il a eu, c'est-à-dire rien. Il travaille chez REI maintenant, dans la vente au détail d'équipements de plein air. Son centre de retraite d'entreprise a disparu. Ses rêves d'entrepreneuriat se sont effondrés quand il a perdu la cabane. Il vit dans un studio, conduit une vieille voiture, travaille pour un salaire horaire. Certains diraient que j'ai détruit sa vie. Je dirais que j'ai juste arrêté de le laisser vivre dans une maison qu'il avait volée. Mon grand-père et moi sommes plus proches que jamais. Nous dînons ensemble tous les mardis quand je suis à Denver. Tous les samedis quand je suis à la cabane, il vient parfois, reste quelques jours. Nous pêchons, nous parlons, nous regardons le coucher de soleil depuis le quai. Il me laisse tout dans son testament. Pas parce que j'ai poursuivi mes parents. Il avait décidé ça il y a des années, mais il l'a rendu blindé maintenant. Des fiducies et des protections légales que mes parents ne peuvent pas toucher, ne peuvent pas contester, ne peuvent pas détourner. Quand je ne serai plus là, dit-il, tu auras tout ce que j'ai construit. Pas ton père, pas Dean. Toi. Parce que tu es le seul qui n'a pas essayé de me voler, qui n'a pas trahi ma confiance, qui le méritait. J'espère que c'est dans des décennies. J'espère que grand-père vivra jusqu'à 100 ans. Mais quand ça arrivera, je serai prêt. Et je m'assurerai que chaque dollar ira là où il l'a prévu. Pas de détournement, pas de vol, pas de mensonge. J'ai 36 ans maintenant. 15 mois depuis que le dîner de Noël a explosé. 15 mois depuis que j'ai appris la vérité sur ma famille. 15 mois depuis que j'ai décidé de me battre. Les gens me demandent si je le regrette. Si mes parents me manquent. Si j'aimerais pouvoir arranger les choses. Non, je ne regrette rien. Les gens qui m'ont volé ne me manquent pas. Et il n'y a rien à arranger parce que ce qu'ils ont fait n'était pas une erreur. C'était un schéma de vol, de fraude et de trahison qui a duré une décennie. On ne répare pas ça. On ne pardonne pas ça. On l'accepte et on passe à autre chose. Et je suis passé à une vie avec une cabane sur le lac Grand Bay. Avec un grand-père qui se soucie vraiment de moi. Avec une petite amie qui pense que je suis courageux de m'être opposé à ma famille. Avec des week-ends dans les montagnes et la paix dans ma vie. Avec des limites qui me protègent des gens qui me feraient du mal. Avec des conséquences pour ceux qui m'ont fait du tort. Je vais bien. Mieux que bien. J'ai ce qui est à moi. Ce qui a toujours été censé être à moi. Ce que j'ai dû poursuivre mes propres parents pour obtenir, mais je l'ai obtenu. Et personne ne peut me le reprendre. C'est ce qui compte. Pas la relation avec mes parents, pas le lien avec Dean, pas l'approbation de la famille élargie qui pense que j'aurais dû pardonner. Ce qui compte, c'est que je me suis défendu, que j'ai exigé la justice, que j'ai obtenu ce qui était à moi, et que j'ai construit une vie qui n'inclut pas les gens qui me voleraient. C'est ça, le succès. C'est ça, la victoire. C'est exactement là où je suis censé être. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage.